All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Call the case, please. Madame la greffière d'audience, vous voulez bien appeler l'affaire, s'il vous plaît. Greffière d'audience, bonjour Madame la Présidente, Mesdames les juges. Situation au Darfour, en l'affaire le procureur contre Ali Mohamed Ali Abdelrahman Ali Kouchaïb. Référence de l'affaire ICC 02050120 et nous sommes en audience publique. Présidente, merci beaucoup. Les équipes, s'il vous plaît, l'accusation. Madame le procureur, bonjour Madame la Présidente, Mesdames les juges. Je suis la procureure adjointe, Madame Kahn, et je comparais ici pour l'accusation aux côtés de Monsieur Julian Nichols, premier substitut, Monsieur Edward Jeremy, substitut du procureur, Madame Alison Wilsord, substitut, Lloyd Morris, substitut du procureur, Diana Saba, substitut associé, Monsieur Ritel Massarella, Monsieur Haï Dodouk, Madame Claire Sabatini, gestionnaire de l'affaire, et Monsieur Dairou Santana, conseiller en coopération internationale. Présidente, oui, je vois que vous avez l'équipe au grand complet aujourd'hui. Merci. La défense, s'il vous plaît. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour Mesdames les juges. Aux côtés de Monsieur Ali Mohamed Ali Abdelrahman, présent dans la salle aujourd'hui, l'équipe de la défense est composée comme suit. Madame Valéria Holoub, notre nouvelle stagiaire. Monsieur Mohamed Mana, assistant linguistique. Les conseillers juridiques Ahmad Issa, Nina Guillou, Eva Kalb, Anine Khali et Marcela Velarde. Madame Audrey Matteo, conseillère de conseil, je ne sais plus, et Monsieur Yen Edwards et moi-même, Cyril Lauchi, conseil. Présidente, alors vous n'êtes pas aussi nombreux que l'accusation, mais c'est quand même pas mal, Maître Laoshi. Et puis, pour finir, les victimes, s'il vous plaît. Bonjour Madame la Présidente, Mesdames les juges, bonjour à chacun dans le prétoire et autour. Les victimes participantes sont représentées par Mélicia Beaulieu-Boutier, à mes côtés, du barreau du Québec, Saïf Cassis, notre gestionnaire d'affaires, et Ibrahim Enda, qui est notre assistant sur place et qui suit avec nos clients la procédure, et moi-même, Christine Vanderland. Présidente, merci, maître. Nous sommes ici aujourd'hui pour rendre un résumé du jugement dans cette affaire. L'affaire a trait à des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre qui ont eu lieu entre août 2003 et mars 2004 au Darfour, au Soudan. La situation du Soudan a été renvoyée à la Cour pénale internationale par le Conseil de sécurité des Nations unies, mais à travers la résolution 1593 du 31 mars 2005. Si, comme nous le savons, des mandats d'arrêt ont été émis pour d'autres acteurs principaux du conflit au Darfour, aucun de ces mandats n'a été exécuté. Donc le procès de cette personne accusée, qui s'est rendu en 2020, est ainsi le seul procès qui ait eu lieu. Les preuves apportées par de nombreux civils innocents
principalement de la tribu Four, qui ont été victimes de crimes non contestés et graves, ont révélé leur souffrance à l'époque, souffrance qui perdure encore aujourd'hui. Le procès, pour la première fois, leur a donné une voix, à travers laquelle ils peuvent informer le monde de ce qui leur est arrivé suite ou des conséquences de ce conflit. De plus, il ne faut pas perdre de vue que depuis avril 2023, un autre conflit armé inconnu a déployé encore plus de misère sur les citoyens du Soudan, innocents. Nous avons ici un résumé du jugement complet visant à transmettre les principales conclusions de ce jugement pour la personne accusée et pour le public. Le jugement reprend l'analyse des preuves faites par la Chambre et son raisonnement détaillé et constitue le seul document faisant foi. Voyons à présent le contexte. Pendant la période visée par les chefs d'accusation, un conflit armé non international a eu lieu entre le gouvernement du Soudan, s'appuyant essentiellement sur une force semi-régulière, les Janjaouides, d'un côté, et le mouvement ou armée de libération du Soudan, et le mouvement Justice et Égalité de l'autre côté, et je ferai référence à ces deux groupes comme rebelles, les rebelles, à partir de maintenant. Si les causes du conflit remontaient à de nombreuses années auparavant, le catalyseur de l'éruption de cette violence concertée a été une attaque contre l'aéroport d'Al-Fasher par les rebelles le 25 avril 2003. Ceci a mené le gouvernement du Soudan à décider d'écraser la rébellion par la force. Au mois de décembre 2003, le gouvernement du Soudan a édité un plan d'urgence visant à atteindre cet objectif et à imposer son contrôle sur les régions habitées ou appartenant à des tribus non arabes considérées comme rebelles. Parmi celles-ci, les Four, Massalites et les Agawa. Je fais une petite pause et je m'en excuse. Je m'excuse par avance pour toute erreur de prononciation que je pourrais commettre sur certains noms propres de l'affaire. Le plan d'urgence était repris dans un document top secret de haut niveau. La stratégie politique qui était élaborée par le Conseil de sécurité nationale se fondait sur la compréhension selon laquelle des tribus non arabes, en particulier les tribus Four, Zagawa et Massalites, menaient la rébellion au Darfour. Les objectifs du plan étaient de restaurer la sécurité dans les États du Darfour et mettre fin à la rébellion à travers des actions clés, décisives, militaires et policières. Lutter contre les rebelles et imposer son contrôle sur tous les villages et régions auxquels appartenaient les leaders de rebelles et aussi les régions habitées par les tribus rebelles. Le plan d'urgence indiquait que cet objectif devait être atteint à travers la création de forces semi-régulières issues de tribus arabes, auxquelles on allait fournir une formation et des armes, auxquelles on allait nommer un commandant avec l'assistance des forces armées soudanaises, avec, je cite, un soutien d'artillerie et aérien pendant les opérations militaires. De plus, le plan indiquait que l'un des objets de la création de ces forces semi-régulières à partir des tribus arabes était, et une nouvelle fois je cite, d'assassiner les sympathisants parmi les leaders des communautés, les Oumda, et les officiels des administrations locales. Fin de citation. Cette force semi-régulière était connue comme les Janjaouides, mais aussi
par d'autres noms, comme les Fursans, les milices arabes, les Peshmerga ou les Moudjahidines. D'autres forces semi-régulières pouvaient être par exemple les forces de défense populaire, les PDF, les forces de réserve centrale, CRF, et les forces de police populaire, PPF, selon à chaque fois le sigle en anglais. La Chambre considère que c'est ce plan d'urgence qui a constitué le cadre du projet de commission des crimes qui ensuite ont eu lieu. Agissant sur instruction du gouvernement du Soudan, les Janjaouides ont mené des opérations armées contre plusieurs villages du Darfour à prédominance fur et non arabe. Certaines de ces opérations étaient menées conjointement avec les forces du gouvernement du Soudan. Et au cours de ces opérations, les villages étaient pillés, détruits, les civils étaient assassinés, violés, persécutés, maltraités et déplacés de force. Si beaucoup d'autres villages ont été ciblés, les opérations visées dans cette affaire concernent Kodoum, Bindisi, Moukjar et Delej. Particulièrement à Moukjar et Delej, des hommes fourrs de tout âge qui avaient fui avec leur famille vers Moukjar et Delej depuis les villages ravagés et ont été détenus, torturés, puis emmenés dans des zones à l'extérieur des villes où ils étaient exécutés par des membres des Janjaouides accompagnés de membres des forces gouvernementales soudanaises. L'accusé, à présent. L'accusé, Ali Mohamed Ali Abdelrahman, est né à Raad el-Bardi, sud du Darfour, en 1949. Il appartient à la tribu Taïcha, qui est généralement considérée comme une tribu arabe du Soudan. Un des points principaux du dossier était de savoir si, pendant la période incriminée, l'accusé était l'homme connu sous le surnom de Ali Kouchaïb et qu'en tant que tel, il était le chef des forces janjaouides. L'accusé est un ancien membre du corps médical des forces armées soudanaises, dont il a pris sa retraite au milieu ou au mi-temps des années 90. Un certificat du Conseil des professions techniques et d'assistance médicale du Soudan indique que Ali Mohamed Ali était qualifié comme assistant médical en 1984. Le rang le plus élevé tenu par l'accusé, alors pendant qu'il était dans les forces armées soudanaises, était celui de Moussaïd, qui est en fait un sous-officier. À sa retraite des forces armées soudanaises, l'accusé a vécu principalement à Garsila, une ville qui se trouve dans la région de Wadi Sali, à l'ouest du Darfour. Il y a ouvert un magasin sur le marché de Garsila où il vendait des médicaments. Ce qui est apparu clairement des preuves dans cette affaire, c'est que l'accusé était une personne connue, hautement respectée dans la région de Wadi Sali, avant même le conflit. À un moment de 2004, après les événements visés par cette affaire, il est devenu un membre des forces de réserve centrale, CRF en anglais, organisation dans laquelle il est resté, semble-t-il, jusqu'à peu avant sa rémission, ou sa reddition plutôt, à cette cour le 9 juin 2020. Reddition, fruit de mandat d'arrêt, publié par les chambres préliminaires dès 2007 d'abord, puis de nouveau en 2018. Les mandats d'arrêt ont été émis à son nom juridique, légal, mais aussi à son surnom, Ali Kouchaïb. Et donc, j'en viens à ce nom, Ali Kouchaïb. Au cours
des communications qu'il a entretenues avec l'accusation pour sa reddition, l'accusé a enregistré une vidéo où il disait clairement et sans équivoque « Je suis Ali Muhammad Ali Abdelrahman et mon surnom est Kushaib ». Pourtant, à son arrivée à la cour, il a nié être en fait Ali Kushaib. En conséquence, la Chambre a entendu un certain nombre de témoins qui avaient bien connu l'accusé, soit parce qu'ils étaient ses amis, des collègues de l'armée, ou parce qu'ils étaient avec lui pendant la période des événements faisant l'objet des chefs d'accusation. La Chambre a également entendu des témoins qui avaient été dans sa pharmacie à Garcilla et l'ont reconnu postérieurement comme ayant été présent et participant à la commission des crimes incriminés. Les témoins que la Chambre a considérés comme étant les plus persuasifs étaient ceux qui connaissaient le nom complet d'Ali Kushaib comme étant Ali Muhammad Ali Abdelrahman, ou une de ses variantes. Ils avaient un fondement de sa connaissance de son nom et surnom fiable, crédible, et ont témoigné d'interactions ou d'avoir vu ou d'avoir été en présence d'Ali Kushaib pendant la période incriminée. Il est exact de dire qu'un certain nombre de témoins appelés par la défense, qui avaient connu l'accusé à Rad al-Berdi, ont déclaré qu'ils ne le connaissaient pas sous ce surnom, pas plus qu'ils n'avaient jamais entendu ce surnom lui être appliqué. La Chambre n'a pas été convaincue par les témoignages des témoins appelés par la défense et considère que l'accusé est la personne connue pendant et avant la période des charges comme Ali Kushaib. J'en viens à présent à la liste des chefs d'accusation. L'accusation a été jugée pour 31 chefs d'accusation répartis selon les régions où les crimes ont été commis. D'abord, Kodoum et Bindibi. Chef 1. Attaquer intentionnellement les populations civiles comme crime de guerre. Chef 2. Meurtre comme crime contre l'humanité. Chef 3. Meurtre comme crime de guerre. Chef 4. Pillage comme crime de guerre. Chef 5. Destruction de propriété d'un adversaire sans besoin militaire comme crime de guerre. Chef 6. Autre acte inhumain comme crime contre l'humanité. Chef 7. Atteinte à la dignité humaine comme crime de guerre. Chef 8, viol comme crime contre l'humanité. Chef 9, viol comme crime de guerre. Chef 10, déplacement forcé comme crime contre l'humanité. Chef 11, persécution comme crime contre l'humanité pour des raisons ethniques ou politiques. Merci. Moukjar, chef 12, torture comme crime contre l'humanité. Chef d'accusation numéro 13, torture comme crime de guerre. Chef numéro 14, autre acte inhumain comme crime contre l'humanité. Chef 15, traitement cruel comme crime de guerre. Chef 16, atteinte à la dignité humaine comme crime de guerre. Chef 17, meurtre comme crime contre l'humanité. Chef 18, meurtre comme crime de guerre. Chef 19, tentative de meurtre comme crime contre l'humanité. Chef 20, tentative de meurtre comme crime de guerre. Chef 21, persécution comme crime contre l'humanité pour des raisons ethniques, politiques ou de genre. Pour ce qui concerne Delège, chef 22, torture comme crime contre l'humanité. Chef 23, torture comme crime de guerre. Chef d'accusation numéro 24, autre acte inhumain en tant que crime contre l'humanité. Chef 25, traitement cruel comme crime de guerre. Chef 26, atteinte à la dignité humaine comme crime de guerre. Chef 27, meurtre comme crime contre l'humanité. Chef 28, meurtre comme crime de guerre. Chef 29, tentative de meurtre comme crime contre l'humanité. Chef 30, tentative de meurtre comme crime de guerre. Chef 31, persécution comme crime contre l'humanité pour des raisons politiques, de genre ou ethniques.
Ensuite, j'en viens à l'entraînement et l'armement des janjaouides. La Chambre considère que la mobilisation et l'armement des tribus arabes a commencé après une réunion au mois de septembre 2002. Cette réunion, qui rassemblait des membres de l'ensemble des tribus arabes du Darfour, a été organisée suite à des violations de sécurité, des conflits tribaux, et avait parmi ses objectifs l'idée d'éradiquer les tensions, les mauvaises pratiques et les causes directes ou indirectes des problèmes de sécurité. Pourtant, ce n'est qu'après la promulgation du plan d'urgence du gouvernement du Soudan, exploitant des tensions tribales existantes, qu'on a utilisé les janjaouides pour les aider à contrer les rebelles. Au début du conflit, les janjaouides utilisaient des chameaux, des chevaux, des ânes comme mode de transport. Mais le gouvernement du Soudan leur a ensuite fourni davantage d'équipements militaires et des véhicules comme des Land Cruisers ou des pick-up portant des mitrailleuses Dushka à l'arrière. Pendant la période des chefs d'accusation, les janjaouides ont reçu un financement, des formations, quelles qu'ils soient, et des armes de la part du gouvernement du Soudan. Beaucoup de témoins ont parlé de distribution d'armes qui avait lieu dans la région de Wadi Salah pendant et après 2003. Des armes et d'autres matériels militaires ont été distribués dans des locaux gouvernementaux, y compris dans les locaux des forces armées soudanaises ou les bases CRF ou PDF. Même si en 2003, les armes étaient en grande mesure distribuées par quelqu'un appelé lieutenant Hamdi, chef du renseignement à Moukjar, l'accusé était aussi impliqué dans ces séances. Au moins à une occasion, peu avant l'opération Kodoum Bindizi, le ministre Haroun, qui était alors ministère d'État à l'Intérieur, avec d'autres commandants de haut rang de l'armée, sont arrivés à Moukjar en hélicoptère, apportant des fonds et des armes pour les janjaouides. Des membres des tribus Four n'ont pas pu bénéficier d'armes. On leur a refusé des armes alors qu'elles étaient aux distributions. D'après au moins un témoin, la raison pour laquelle le gouvernement du Soudan a utilisé les janjaouides, c'est que ceux-ci n'étaient pas liés par les règles et les normes qui s'appliquent aux forces gouvernementales soudanaises ordinaires. Ensuite, la question de la politique d'État. La Chambre considère que l'attaque contre la population civile organisée par le gouvernement, les forces gouvernementales du Soudan et d'autres forces semi-régulières, y compris donc les janjaouides, faisait partie d'un plan défini au plus haut niveau de l'État et repris, comme nous l'avons déjà dit, dans le plan d'urgence adopté le 18 décembre 2003. Ce plan d'urgence montre que le conflit revêtait une dimension ethnique. Des communautés entières, Four, Zagawa ou Massalites, étaient ciblées et attaquées parce que leurs membres étaient tous considérés comme associés des rebelles et donc comme des ennemis. Comme cela a déjà été dit, le plan d'urgence indiquait spécifiquement que le projet comprenait l'assassinat de sympathisants parmi les leaders des communautés et les officiels des administrations locales. Ces ordres ne présentaient aucune distinction entre combattants et civils. Tous semblaient être l'objectif des opérations militaires planifiées. Et il ne faisait aucun doute que l'exécution de ce plan allait impliquer la commission de crimes. De plus, au début de chacune des opérations criminelles, une visite avait lieu sur place de la part d'officiels de haut rang du gouvernement du Soudan. Les preuves des crimes montrent qu'ils se sont déroulés en deux phases distinctes mais liées. La première, qui a culminé avec les attaques contre Kodoum et Bindizi, a eu lieu au mois d'août 2003. La seconde de ces phases, les villes de Moukjar et d'Elej, a eu lieu
en février et mars 2004. Je commence par Kodoum et Bindisi. Au début d'août 2003, les rebelles ont organisé des attaques limitées, en ce sens qu'il y a eu peu de victimes, contre Bindisi puis Moukjar. L'un des résultats de ces attaques est que la police, qui se trouvait à Kodoum et Bindisi, s'est retirée vers Moukjar. Quelques jours plus tard, l'accusé est arrivé à Moukjar avec un fort contingent de janjaouides. Le 9 août 2003, aux alentours de cette date, une délégation du gouvernement du Soudan est arrivée à Moukjar. Parmi celles-ci, le ministre Haroum et d'autres officiels de haut rang. Après une réunion à huis clos à laquelle l'accusé a participé, ces officiels ont tenu une réunion publique à laquelle ont participé beaucoup de membres du Janjaweed, mais également étaient présents des citoyens locaux du groupe ethnique Four. L'accusé, qui se tenait à côté du ministre, s'est adressé à la cour en disant qu'il parlait, et je le cite, au nom des Janjaweed, puis les Janjaweed étaient là pour défendre les propriétés du gouvernement et qu'ils étaient aux côtés des forces armées. Fin de citation. Le ministre a dit à la foule, comme il l'a dit lui-même, donc, éradiquer et balayer. En arabe, les termes étant Amsa Aksa, des mots qui sont apparus plusieurs fois et fortement dans cette affaire. Les fours et de ne maintenir personne en vie. Il a dit que les fours et leur argent étaient des butins de guerre ou une récompense pour les Janjaweed. P0903, témoin présent à l'époque, qui était présent à l'époque et qui était membre de la tribu Four, a interprété les propos de Haroun comme étant dangereux et il a déclaré qu'il s'est senti effrayé et qu'il avait immédiatement quitté le lieu. Pendant cette réunion, un cheikh Fur a appelé instamment le ministre à éviter que les Janjaweed faire en sorte que les Janjaweed arrêtent de piller les maisons et les propriétés des habitants de Moukjar. P0878, qui était également présent, se souvient du ministre qui répondait que les gens de Moukjar doivent rendre les propriétés de l'État qui ont été pillées par leurs enfants, comme il disait. Il entendait par là les rebelles. Et que s'ils ne le faisaient pas, s'ils ne rendaient pas les propriétés, vous serez pillés, tués, violés. Après le discours, une opération conjointe des forces gouvernementales soudanaises et des Janjaweed a eu lieu dans des villages au nord et à l'est de Moukjar, villages qui ont été incendiés. Le 15 août 2003, un contingent nombreux et lourdement armé, on estime qu'il était à plus de 1000 personnes, de Janjaweed, dirigé par l'accusé et accompagné de quelques véhicules avec du personnel de CRF, est parti vers Kodoum et Bindisi, qui étaient des régions administratives se trouvant dans la zone de Wadi Sali. Ils ont traversé les villages de Nayarli, Tiro, Merli, Drangal et Seder. Kodoum et Bindisi et les autres villages étaient principalement à population Four et n'avaient aucune présence de rebelles sur place. Au mois d'août 2003, quelques 1600 familles résidaient à Kodoum et approximativement 1800 familles résidaient à Bindisi. Dans les deux lieux, seuls quelques hommes avaient des armes de base pour protéger leurs troupeaux. Au cours des 2 jours suivants, les Janjaweed ont traversé toutes ces populations. Et si seules les attaques contre Kodoum et Bindisi font l'objet de chefs d'accusation dans cette affaire, les attaques contre tous les autres villages ont pris la même forme. L'accusé
ordonné les janjaouides de lancer les attaques en utilisant des slogans comme Allahu Akbar ou Hamsa Aksa. Les janjaouides tiraient et chassaient les habitants, pillaient les propriétés, saisissant les troupeaux et les biens domestiques avant de brûler les maisons. Une description très vivace a été proposée par P12. Il a dit, et je le cite, « Il y avait beaucoup de feu. 90% des maisons de Bindisi sont construites avec des matériels locaux, des matériels en bois, inflammables, et donc l'ensemble de la ville était en feu. C'était une situation terrifiante. Il y avait de la fumée partout. C'est indescriptible. Après l'attaque, ce n'était que cendres et décombres, des corps éparpillés partout. Tout ce qui restait à Bindisi, des cendres et des décombres. Pendant l'attaque, il y avait des anciens et des enfants, et pour eux c'est difficile de fuir. Quelqu'un qui a 90 ans pendant l'attaque n'est pas en mesure de fuir. Donc, lorsque la guerre survient, vous imaginez bien ce qu'il adviendra de cette personne. Voilà ce que j'ai vu de mes propres yeux à Bindisi. Fin de citation. Aussi bien à Kodoum que Bindisi, des membres des janjaouides ont tué des gens, leur ont tiré dessus. Certaines personnes sont brûlées vives dans leur maison. À Kodoum, P29 racontait que c'est-à-dire les janjaouides, avaient commencé à tirer en ville et les gens ont commencé à s'enfuir. Et les membres des janjaouides tiraient sur les citoyens. P0986 expliquait que lorsque les janjaouides trouvaient quelqu'un, ils tiraient. Et ceux qui étaient capturés étaient battus, maltraités et généralement insultés. Une conséquence inévitable de cette éruption de violence est que les femmes et les filles qui étaient capturées étaient violées. Certaines plusieurs fois et en groupe. À Bindisi, P11 et P15 ont décrit comment les janjaouides agissaient ensemble. Certains membres déshabillaient les femmes, d'autres les menaçaient, les tenaient au sol, pendant que d'autres les violaient. Les membres des janjaouides déshabillaient les femmes, utilisaient ces habits pour les bâillonner, pour qu'elles ne crient plus. Et de plus, dans certains cas, les janjaouides utilisaient leurs armes ou exerçaient des violences contre les victimes. Par exemple, une fille qui résistait allait être tenue par deux hommes, l'un sur ses jambes, l'autre sur sa poitrine, pour qu'un troisième puisse la violer. P1073 est l'une des femmes qui a été violée et elle décrivait son calvaire. Je la cite, « On m'a emmené dans une résidence déserte, seule. J'ai été fouettée, battue. Tellement battue que j'en ai été blessée. Après ça, on m'a emmené dans une chambre. Mes mains ont été liées. Et après avoir été violée dans cette même chambre, ils m'ont pris par la main, ils m'ont fait sortir de la chambre et ils m'ont jeté dehors. » Fin de citation. P1073 continue de souffrir de conséquences physiques, sociales et physiologiques de long terme, en particulier vu qu'elle avait que 15 ans lorsque les janjaouides l'ont violée à de multiples reprises. Certaines femmes ont été violées en plein air et devant d'autres personnes qui étaient témoins de ce qui se passait, y compris des enfants. Les membres des janjaouides ont forcé certaines femmes et certains enfants sous la menace d'une arme à les regarder commettre ces actes. La conséquence supplémentaire de ces attaques a été que les habitants de Kodoum ont d'abord fui vers la forêt environnante, les ruisseaux et les vallées ou vers les villages voisins. Beaucoup d'entre eux n'ont pas pu retourner à Kodoum après cette attaque parce qu'il n'y avait plus rien là-bas. Alors ils sont allés chercher refuge à Moukchar et ailleurs. La même chose est arrivée aux habitants de Bindisi. L'une des actions les plus flagrantes menées par les forces assaillantes a été d'envoyer un membre de la CRF
connus des habitants de ces villages à l'avant du convoi d'attaque pour rassurer les habitants de Kodum et Bindisi qui n'avaient pas besoin de fuir car les Janjaweed ne venaient que pour collecter du fourrage pour les chevaux à Bindisi. Malheureusement pour les survivants, Mukjar ne s'est pas avéré être le lieu de sécurité qu'ils croyaient. Il n'est pas contesté dans cette affaire que les victimes des crimes de Kodum et Bindisi étaient des civils. Pas moins de 46 personnes ont été tuées lors de ces attaques. Malgré l'imprécision des éléments de preuve présentés, la Chambre a néanmoins été en mesure d'identifier un certain nombre de victimes. Plutôt que de vous donner simplement des chiffres et des statistiques, il est important de souligner leurs noms et de les identifier dans ce jugement. Voici quelques-unes des personnes tuées lors de l'attaque de Kodum et de Bindisi et d'autres sont identifiées dans le jugement. Abdullah Hassan, Bahit Ibrahim, le musulman Mohamed Ibrahim, Hassan Mohamed Hassan, Faki Omar Yacoub, l'imam de la mosquée de Kodum Tine, Halima Issa, Koni Haroun, Mohamed Khamis, Hussein, surnommé Djorgi, et Adam Suleiman. J'en viens maintenant aux crimes commis à Mukjar. La population de Mukjar était principalement composée de fours. Selon un rapport du HCR, il y avait environ 1800 ménages à Mukjar avant 2003. Au cours des événements de 2003 et 2004, et à la suite des déplacements forcés d'autres villages et villes, ce nombre est passé à plus de 4100. Entre août 2003 et février 2004, d'autres attaques menées par les Janjaweed et les gouvernements soudanais ont eu lieu non seulement à Kodum et Bindisi, mais aussi à la périphérie de Mukjar et dans d'autres villages environnants, notamment Arada, Tendi, Abirla, Dembo Kabdi, Kiraro, Sigirgir et Nierli. Cela a entraîné le déplacement massif des habitants de ces villages vers Mukjar et les montagnes voisines. Certains villageois déplacés ont dû vivre dans la rue à Mukjar. Au cours de cette même période, du matériel militaire et de l'argent ont été distribués aux Janjaweed de Mukjar. Les armes ont été livrées à divers endroits, y compris aux postes de police, où les Janjaweed venaient les récupérer. Autour de février 2004, l'accusé a coordonné la distribution d'armes aux Umda des tribus arabes et aux Janjaweed à la base des forces armées soudanaises à Garsila sur une période de 2 jours. Bien que le commandant des forces armées soudanaises à Garsila ait supervisé la distribution à distance, c'est l'accusé qui décidait qui devait recevoir les armes, qui comprenaient des kalachnikovs et des mitrailleuses. Le dernier jour de cette distribution d'armes, encore une fois, une délégation de hauts responsables du gouvernement soudanais, dont le ministre Haroun, est arrivée en hélicoptère à la base des forces armées soudanaises de Garsila et a distribué de l'argent aux Janjaweed. Early 2004, Au début de 2004, l'accusé et les Janjaweed, de concert avec les forces gouvernementales soudanaises, ont quitté Garsila en direction de Mukjar. Leur itinéraire les a conduits à travers les villages d'Arawala et d'Umjumaina. Ces villages ont également été pillés et incendiés. Le contingent, qui comprenait environ 6000 membres des Janjaweed, est arrivé à Mukjar à la fin de février 2004. Ils sont arrivés dans des véhicules remplis de matériel militaire ainsi qu'à dos de chameaux et à cheval. Ils disposaient d'armes telles que des kalachnikovs, des mitrailleuses et des douchkas.
L'accusé était également personnellement armé d'une Kalachnikov et d'une hache. After some days, Au bout de quelques jours, un contingent composé des Janjaweed et de forces gouvernementales soudanaises et dirigé par l'accusé a attaqué divers endroits entre Mukjar et Sindou dans le cadre d'une opération conjointe dont le but était de détruire un bastion rebelle à Sindou. Avant de se rendre au poste de police de Mukjar, l'accusé a tenu une réunion avec de hauts responsables. Lors de cette réunion, l'accusé a dit au chef de la police que toute personne venant de la direction de Sindou à Mukjar devait être enregistrée et détenue jusqu'à son retour de l'opération. L'opération Sindou a été couronnée de succès et quelques jours plus tard, l'accusé et ses forces sont retournés à Mukjar, attaquant plusieurs villages en cours de route. Après leur arrivée à Mukjar, les Janjaweed ont pillé et incendié les maisons avant que la plupart d'entre eux ne quittent la ville. Des points de contrôle avaient déjà été mis en place à Mukjar et dans les environs en février et se sont poursuivis en mars 2004. Ils étaient tenus par des membres des forces Janjaweed et des forces gouvernementales soudanaises et ils avaient pour but de contrôler l'arrivée des personnes qui fuyaient les attaques précédentes contre les villages environnants. Les gens ont été arrêtés et fouillés au point de contrôle. Les hommes étaient séparés des femmes et des enfants, systématiquement arrêtés et emmenés au commissariat et à sa prison. Les jeunes hommes en particulier ont été fouillés à la recherche d'armes ou de signes physiques indiquant qu'ils avaient porté des armes. Des dirigeants communautaires de Mukjar et des environs, tels que des Oumda et des Cheikhs, ont été arrêtés. Ces dirigeants communautaires ont été arrêtés immédiatement sans même être interrogés. Parfois, des enfants étaient détenus et arrêtés. Au point de contrôle, les personnes déplacées à l'interne des villages environnants étaient souvent accusées d'être des rebelles. Ils étaient qualifiés de Tora Bora, de Nujus et de criminels par les personnes qui étaient de faction au point de contrôle. Et c'était tous des termes péjoratifs. Environ 400 personnes, principalement des fours, ont été arrêtées au cours de cette période. Au cours de la même période, les Janjaweed et les forces gouvernementales ont effectué des perquisitions maison par maison et arrêté des personnes à leur domicile, au marché et dans d'autres lieux. L'accusé a en effet personnellement arrêté un homme four autour du 1er mars 2004 ou autour de cette date. Lorsque 4 policiers de l'ethnie four ont été amenés au poste de police et y ont été détenus, l'accusé se tenait devant la porte de la cellule de détention et on l'a entendu dire « Demain, nous vous montrerons qui vous êtes et qui nous sommes ». À la suite de ces arrestations systématiques, au moins 100 hommes et garçons, pour la plupart de la tribu Four, ont été emmenés et détenus au poste de police de Mukjar. Les détenus, qui venaient de différents villages, y comprenaient des Cheikhs et des Oumda, par exemple l'Oumda Yahya Ahmed Zarouk et l'Oumda Issa Haroun Nour. Ils étaient tous détenus dans plusieurs pièces ou cellules, y compris à la prison, la présidence de la police et au quartier général. Les cellules de détention étaient surpeuplées, sales et chaudes. Il n'y avait pas d'endroit pour s'allonger ou se déplacer. Chaque fois que de nouveaux détenus étaient amenés, ils étaient poussés dans la cellule de sorte que les gens étaient placés les uns sur les autres. Les détenus étaient effrayés, affamés, assoiffés et fatigués. Ils n'avaient qu'un accès limité, voire inexistant à des toilettes ou à d'autres installations sanitaires. Ils étaient forcés d'uriner et de déféquer dans les cellules surpeuplées. Ils n'ont reçu que peu ou pas de nourriture ni d'eau et n'ont reçu aucun traitement médical. De nouveau, le ministre Haroun s'est rendu à Mukjar le 1er mars 2004 ou autour de cette date. Il a prononcé un discours dans lequel il a salué
les forces gouvernementales et a remercié les Janjaweed. Il leur a dit « Vous avez fait du bon travail en chassant les rebelles et en nettoyant la zone. » Haroun a également visité le poste de police de Moukjar et lors de sa visite, les détenus ont reçu l'ordre de quitter leurs cellules et de se tenir à l'extérieur entre le rond-point et la cellule où les représentants du gouvernement s'étaient rassemblés. On a entendu l'accusé dire à Haroun « Ce sont des rebelles. Nous les avons arrêtés avec les Oumda. » Les détenus ont été photographiés et filmés par un caméraman, tandis que d'autres officiels gouvernementaux les ont appelés Tora Bora et les ont accusés d'être des rebelles. On a entendu Haroun dire aux détenus « Aujourd'hui et ce soir, je vais tous vous détruire. » Pendant au moins 2 jours, l'accusé ainsi que les Janjaweed, la police et le personnel des CRF sont entrés dans les cellules et ont infligé des violences physiques et verbales aux détenus. L'accusé s'est présenté sous le nom d'Ali Koushaib et comme chef des Janjaweed. Il a ensuite frappé les Oumda et les Sheikhs détenus, ainsi que d'autres détenus, avec sa hache. En particulier, il a frappé Oumda Yahya Ahmad Zarouk à l'épaule et lui a cassé l'épaule tout en menaçant de le tuer. Sur d'autres détenus, l'accusé a utilisé un fouet. Pendant qu'il frappait les détenus, l'accusé leur a lancé des termes péjoratifs tels que esclaves, majous, Tora Bora et rebelles. Les Janjaweed, la police et le personnel des CRF ont également battu les personnes détenues au poste de police. Tous ont été battus sans exception. Certains ont été battus à coups de bâton, d'autres à coups de fouet. Les détenus sont tombés les uns sur les autres alors qu'ils tentaient d'échapper aux coups. Au moins un témoin portait encore la cicatrice du passage à tabac lorsqu'il a témoigné. Et les agressions ne se sont pas limitées à des coups. Un détenu a été brûlé avec un fer à repasser. Un autre s'est vu jeter ce qui semblait être du plastique chaud. Et d'autres hommes ont eu les oreilles coupées. En raison des conditions de détention épouvantables et des exactions infligées par les Janjaweed et les forces gouvernementales, de nombreux détenus ont subi des lésions physiques et au moins d'entre eux sont décédés des suites de leurs blessures. Le point culminant de ces événements à Moukjar a été les exécutions sommaires. Le 2 mars 2004, ou autour de cette date, plusieurs responsables et officiers se sont réunis dans l'enceinte du poste de police, en présence du lieutenant Hamdi et de l'accusé. Au cours de la réunion, on a entendu l'accusé dire qu'il voulait que toutes les personnes déplacées de Moukjar soient tuées. Et lorsqu'il y a eu une objection à l'effet qu'il ne devrait pas tuer ceux qui sont descendus des montagnes pour se rendre, on a entendu l'accusé répondre « Je peux communiquer directement avec le ministre. Qui es-tu pour me dire cela? Je ne gaspillerai qu'une seule balle pour me débarrasser de toi. » Par la suite, l'accusé, accompagné de membres des Janjaweed et des forces gouvernementales, s'est rendu dans les cellules et a ordonné l'évacuation d'un certain nombre de détenus. L'accusé a frappé à coups de hache plusieurs détenus alors qu'ils sortaient de la cellule, y compris Oumda Yahya Ahmad Zarouk et Oumda Issa Haroun Nour. Au moins 52 détenus ont été embarqués dans plusieurs véhicules. Les Janjaweed et les forces gouvernementales ont continué de frapper et d'insulter les détenus, y compris les Oumda, tout au long du voyage. Le convoi a parcouru environ 1 kilomètre, soit une dizaine de minutes, avant de faire un premier arrêt à un endroit appelé Khor Talaba. Après l'arrêt des véhicules, l'accusé a ordonné à certains détenus de sortir du véhicule. Il a alors ordonné aux détenus de s'allonger par terre en ligne, après quoi il a ordonné aux Janjaweed et aux forces gouvernementales soudanaises d'abattre les détenus. Les Janjaweed et les forces gouvernementales ont alors commencé à tirer sur les détenus.
La fusillade a duré environ 20 minutes. Par la suite, le convoi s'est déplacé vers un deuxième site, près de Nierli, et les autres détenus ont également été abattus. Après la fusillade, les bourreaux ont marché sur les corps. Pas moins de 50 personnes ont été exécutées sur ces sites. Il n'est pas contesté dans cette affaire que les hommes détenus et ou exécutés plus tard étaient des civils. Les personnes suivantes ont été tuées à l'extérieur de Moukjar. Mohamed Abdelkarim, Abdou Mini, Hassan Abdallah, Ibrahim Mohamed Ali Balout, Adel Badi, Youssouf Muhajer, Adam Mohamed Babey, Umda Yahya Ahmed Zarouk, Umda Adam Hussein Abdel Mahmoud et Umda Issa Haroun Nour. J'en arrive maintenant au crime commis à Delej. Au moment des événements du 5 au 7 mars 2004, la ville de Delej était située dans la localité de Wadi Saleh. Elle se trouvait à environ 17 km au nord-est de la ville de Garsila. Sa population était principalement fourre. Au début de mars 2004, plus de 16 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays vivaient à Delej. À la suite des opérations de Sindhu et de Moukjar en février et mars 2004, les forces qui avaient mené ces opérations sont retournées à Garsila. À cette époque, de nombreuses personnes soupçonnées d'être liées aux rebelles ont été arrêtées et détenues à la base des forces armées soudanaises de Garsila. L'accusé a ordonné l'arrestation de personnes et a fourni des renseignements aux forces armées soudanaises sur des insurgés présumés, ce qui a conduit à de nombreuses arrestations. Il a également amené personnellement des détenus à la base des forces armées soudanaises de Garsila. Parmi les personnes détenues figuraient des dirigeants communautaires, des citoyens ordinaires, des policiers de la communauté fourre, des fonctionnaires, des secrétaires, des agents administratifs et des commerçants de la localité. Parmi les dirigeants se trouvaient un certain nombre d'Oumda, de cheikhs, ainsi qu'un homme qui répond au nom de Génif. Il était coordinateur des PDF à Garsila. Oumda, Kandiri, Khamis et Génif ont été interrogés puis libérés. Les trois hommes se sont enfuis à Delej pour rejoindre leur famille. Vers le début du mois de mars 2004, une délégation d'officiers de haut rang est arrivée à la base des forces armées soudanaises de Garsila par hélicoptère. L'accusé a souvent accompagné la délégation pendant son séjour. Par la suite, cette même force qui avait mené l'opération de Moukjar, à savoir des membres des forces armées soudanaises et des Janjaweed, s'est déployée à Delej. Entre la fin de la soirée du jeudi 4 mars 2004 et le petit matin du vendredi 5 mars 2004, des Janjaweed armés des forces gouvernementales ont encerclé puis pénétré dans Delej. Suivant un schéma identique à celui de Moukjar, des points de contrôle ont été érigés et des fouilles de maisons ont eu lieu. Au cours de l'opération, les Janjaweed et les forces gouvernementales ont arrêté principalement des hommes et des garçons fourres dans les rues, à l'extérieur des mosquées et dans les maisons. Beaucoup ont été arrêtés sans interrogatoire ni explication. D'autres ont été interrogés sur leur origine, leur affiliation avec les rebelles et l'endroit où se trouvaient des armes avant d'être arrêtés. Les Janjaweed accusaient les membres de la communauté fourre d'être des Tora Bora et utilisaient un langage dénigrant lorsqu'ils s'adressaient à eux, les qualifiant de Abid, qui signifie esclave, ou de Himar, qui veut dire âne, qui est une insulte particulièrement humiliante dans la région.
Les Janjaweed ont également menacé, battu, frappé à coups de pied et frappé à coups de bâton et de crosses de fusil hommes et femmes pendant l'exécution de l'opération de recherche et d'arrestation. Les personnes arrêtées, tous des hommes, ont été emmenées au poste de police de Delej. Certains ont été emmenés dans des véhicules, d'autres ont été pris à pied et à cheval par des Janjaweed armés des forces gouvernementales. Ils ont donné des coups de pied et battu certains des détenus qui se rendaient au poste de police à l'aide de fouets et de bâtons en bois. Oumda Kindiri a été personnellement arrêté par l'accusé. À partir de 7 h du matin, le 5 mars, les Janjaweed et les forces gouvernementales ont arrêté les hommes et les garçons arrêtés, âgés de 13 ans et à plus de 60 ans, dans une vaste zone non clôturée à l'extérieur du poste de police de Delej. À leur arrivée à l'extérieur du poste de police, ou peu de temps après, les détenus ont reçu l'ordre de s'allonger face contre terre en rang systématique. Ils n'avaient pas le droit de lever la tête ni de regarder d'un côté ou de l'autre. Tous les détenus semblaient porter des vêtements civils. Certains avaient les mains liées derrière le dos. De nombreux membres des forces Janjaweed et des forces gouvernementales ont encerclé les détenus, les gardant sous étroite surveillance. Au moins 100 détenus ont été détenus devant le commissariat de Delej. L'accusé est arrivé au poste de police de Delej peu avant 13 h. C'était une journée chaude et les détenus ont été contraints de s'allonger par terre au soleil pendant plusieurs heures. Ils n'ont reçu ni nourriture ni eau et n'ont eu droit à rien, pas même à l'accès à des toilettes. Alors qu'ils étaient allongés par terre, les Janjaweed marchaient sur leur dos, les piétinaient et les frappaient à coups de poing, de fouet et de bâton. L'accusé a personnellement marché sur les détenus et les a frappés avec ce qui a été décrit comme un objet ressemblant à un bâton, presque certainement sa hache. Plus tard ce jour-là, l'accusé s'est tenu à l'entrée de la cellule de détention à l'intérieur du poste de police où Jenif était détenu. Après l'avoir interrogé brièvement, l'accusé a dit à un policier de faire sortir Jenif de la cellule de détention. Lorsque la cellule a été ouverte, Jenif est sorti et l'accusé l'a frappé 3 fois avec sa hache sur le côté de la tête. Jenif est tombé par terre, saignant abondamment du nez, de la bouche et des blessures à la tête. Jenif a succombé à ses blessures environ 10 minutes plus tard. L'accusé a alors dit au premier sergent de le soulever et de le jeter à l'extérieur. Adam Abdelrahman, le cheikh de Massa, également connu sous le nom de Cheikh Motor, a été amené au poste de police avec un groupe d'environ 6 ou 7 personnes. Après lui avoir demandé qui il était, l'accusé a ensuite frappé le Cheikh Motor à la tête avec la même hache qu'il avait utilisée pour frapper Jenif, ce qui a fait tomber Cheikh Motor au sol. L'accusé a ensuite ordonné à ses hommes, parmi les Janjaweed, de jeter le Cheikh Motor à l'arrière d'un véhicule. Celui-ci est mort après avoir été frappé par l'accusé. Les événements de Delej ont culminé de la même manière que ceux survenus quelques jours plus tôt à Moukjar. Bien que la séquence des événements ne soit pas tout à fait claire, ils ont néanmoins commencé en fin d'après-midi le 5 mars. L'accusé a ordonné à ses hommes de charger les détenus dans des Land Cruisers qui les attendaient. Les Janjaweed et les forces gouvernementales ont poussé les détenus de force sur la partie arrière ouverte d'au moins 2 Land Cruisers tout en les frappant. Les détenus étaient entassés à l'arrière ouvert des véhicules. L'accusé a supervisé l'opération, comptant le nombre d'hommes chargés dans les véhicules, jusqu'à ce que la capacité de chaque véhicule soit atteinte. L'un des véhicules transportait un homme du nom d'Issa Haroun et son fils, âgé de 13 ou 14 ans. Les véhicules sont repartis, puis sont revenus vides quelque temps plus tard, et l'opération a été répétée à plusieurs reprises.
Le lendemain, plus de 40 corps, dont celui d'Issa Haroun, ont été retrouvés dans une zone près de la montagne Tolda, juste au sud de Delej. Il était clair qu'ils avaient été abattus. Dans l'après-midi du même jour, c'est-à-dire du 5 mars 2004, un convoi d'environ 13 Land Cruiser est parti du poste de police, transportant collectivement au moins 70 à 80 détenus. Le convoi s'est arrêté dans une zone identifiée par l'accusé, près d'un village appelé Ferré. L'accusé a alors donné des instructions pour que les détenus soient descendus des véhicules. Les détenus ont ensuite été contraints de s'allonger sur le ventre, sur le sol, en ligne. L'accusé a donné des instructions au convoi pour qu'il, et je cite, exécute les instructions, fin de citation. Des membres du convoi ont alors abattu tous les détenus présents. Après cette tuerie, les corps ont été laissés sur le sol. Personne n'a survécu. À peu près au même moment, au moins 2 véhicules ont transporté au moins 40 à 45 détenus du poste de police de Delej vers une zone appelée Koska. Là, un détenu s'est échappé en sautant par l'arrière ouvert du véhicule. À leur arrivée, les Janjaweed et les forces gouvernementales ont fait descendre les détenus des véhicules et leur ont ordonné de s'allonger à plat ventre. Ils ont menacé de les tuer, à moins qu'ils ne leur parlent de personnes armées et de la présence de personnes armées. Les détenus ont alors répondu qu'ils n'avaient ni vu ni entendu parler de qui que ce soit qui portait des armes. Encerclant les détenus allongés, les Janjaweed et les forces gouvernementales ont commencé à tirer sur eux. Puis ils ont arrêté, puis ils ont repris les tirs. La plupart des détenus ont été touchés à la tête et certains à l'épaule, tandis qu'au moins 2 ont été touchés à l'abdomen. Après la fin des tirs, les Janjaweed et les forces gouvernementales ont commencé à fumer et à bavarder. Ils ont vérifié que les détenus étaient bel et bien morts en tirant sur ceux qui ne l'étaient pas encore. En fait, 3 hommes ont réussi à survivre. 1 était indemne et 2 avaient des blessures très graves, dont l'un est décédé plus tard. Parmi les corps retrouvés identifiés par la suite figuraient ceux de 2 jeunes garçons. Mais ce n'était pas la fin. Il restait encore des détenus au poste de police et les passages à tabac, les agressions se sont poursuivis. Dans la matinée du 7 mars 2004, plusieurs détenus, dont des Oumda et des dirigeants communautaires, ont été sortis de leurs cellules du poste de police de Delej et placés à l'arrière ouvert d'un véhicule de couleur kaki, semblable à ceux qui avaient été utilisés 2 jours plus tôt. Le véhicule et ses occupants ont été vus par plusieurs témoins dans la région de Delej. Dans les jours qui ont suivi, la nouvelle s'est répandue parmi la population locale que les dirigeants de la communauté avaient été tués près de Ferré. Ces hommes n'ont jamais été revus. Il n'est pas contesté dans cette affaire que les hommes détenus et ou exécutés par la suite étaient des civils ou hors de combat à tout le moins. Les personnes suivantes ont été tuées au poste de police de Delej et à l'extérieur de Delej. Adam Abd ar-Rahman, surnommé Génif. Abdallah Moussa. Issa Haroun et son fils. Abu Bakr Suleyman Abakar. Zakaria Abdelmaula Abakar, tous 2 âgés de 12 ou 13 ans au plus. Oumda Jiddo Kamis Abdelkarim, Oumda Mohamed Suleyman Abdul Shafa, Oumda Adam
Adam Deges, Ahmed Abdul Shafa et Sheikh Ismail Abdulaziz. J'en viens maintenant au rôle et à la responsabilité de l'accusé. Comme nous l'avons déjà indiqué, la Chambre est convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, que l'accusé était bel et bien l'homme qui répondait au surnom d'Ali Kouchaïb. Les crimes décrits démontrent son rôle dans cette affaire. Mais il existe d'autres éléments de preuve qui établissent sa position ainsi que son influence. Sa relation avec les dirigeants du gouvernement du Soudan, en particulier le ministre Haroun. Avant chacune des attaques, le ministre Haroun et ou d'autres hauts responsables militaires et civils sont arrivés dans la région de Wadi Saleh et ont tenu des réunions auxquelles ont assisté l'accusé. L'accusé lui-même a expliqué à plus d'une occasion que ses instructions venaient d'en haut et qu'il ne recevait des instructions que de Haroun et de Hussein. Deuxièmement, sa relation avec les dirigeants au niveau plus local, tels que les commissaires de Garcila, le chef de la CRF à Moukjar et en particulier le lieutenant Hamdi, chef de la branche du renseignement militaire de Garcila. Troisièmement, le fait que beaucoup de gens croyaient qu'il était un Agid al-Ogada, que l'on peut traduire par colonel des colonels, et que c'était en fait un haut dirigeant tribal. Son rôle dans le recrutement et la distribution de matériel militaire aux membres des Janjaweed et, ce qui est tout aussi important, le fait qu'il exerçait une autorité et un contrôle sur ceux qui étaient connus pour être ses adjoints, ainsi que les soldats de base des Janjaweed qui s'adressaient à lui en l'appelant commandant Ali. Et son rôle était reconnu publiquement dans un rapport du gouvernement soudanais. On le qualifie de commandant d'Al-Foursan, autrement dit des Janjaweed. Comme le démontrent les faits relatifs au crime, l'accusé a joué un rôle actif dans leur commission. Il a encouragé leur commission et a donné des instructions qui ont abouti au meurtre, au viol et aux destructions perpétrées par les Janjaweed à Kodom et Bindizi, principalement par des exhortations qui accompagnaient ces instructions, à savoir ratisser et nettoyer, et Dieu est grand, Allahu Akbar. Il disait également, ne laissez personne derrière et ne ramenez personne vivant. Lorsqu'un homme courageux s'est opposé à ce qui se passait, l'accusé lui a dit de partir. Dans les crimes commis à Moukjar et Delej, l'accusé non seulement donnait des ordres d'arrestation et d'incarcération des personnes arrêtées, mais il était personnellement impliqué dans les passages à tabac et plus tard était physiquement présent et donnait des ordres d'exécution de personnes détenues. En conséquence, la Chambre, dis-je, est convaincue que l'accusé est coupable, au-delà de tout doute raisonnable, des crimes qui lui sont reprochés. Son verdict est unanime. Monsieur Ali Mohamed Ali Abdelrahman, veuillez vous lever, s'il vous plaît. The Chamber's verdict. Voici le verdict de la Chambre. Du crime de guerre, d'attaque contre une population civile, chef 1, au sens des articles 8, 2, E, I et 25, 3, B du statut, commis pendant l'opération Kodom et Bindizi, coupable. Du crime de guerre de pillage, chef 4, au sens des articles pertinents, commis pendant l'opération de Kodom et Bindizi, coupable. Du crime de guerre de destruction des biens appartenant à l'ennemi, chef 5,
au sens des articles pertinents du statut, encore une fois commis dans le cadre de l'opération de Koudoum et Bindisi, coupable du crime contre l'humanité, d'autres actes inhumains, chef 6, au sens des articles pertinents du statut de Rome, commis pendant l'opération de Koudoum et Bindisi, coupable du crime de guerre, d'atteinte à la dignité de la personne, chef 7, 16 et 26, au sens des articles pertinents du statut, commis au cours des opérations de Koudoum et Bindisi, Moukjar et Delej, coupable du viol constitutif de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, chef 8 et 9, au sens des articles pertinents commis pendant l'opération de Koudoum et de Bindisi, coupable du crime contre l'humanité de transfert forcé de population, chef 10, commis pendant l'opération de Koudoum et Bindisi, coupable d'avoir exercé des actes de torture en tant que crime contre l'humanité et crime de guerre, chef 12, 13, 22 et 23, au sens des articles pertinents du statut, commis pendant les opérations de Moukjar et de Delej, coupable du meurtre et tentative de meurtre constitutif de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, chef 2 à 3, 17 à 20, 27 à 30, au sens des articles pertinents du statut, commis au cours des opérations de Koudoum et Bindisi, Moukjar et Delej, coupable du crime contre l'humanité de persécution, chef 11, 21 et 31, au sens des articles pertinents du statut, pour des motifs politiques et ethniques pendant les opérations de Koudoum et Bindisi et pour des motifs politiques, ethniques et liés au genre pendant les opérations de Moukjar et Delej, coupable. S'agissant des chefs d'accusation relatifs aux chefs 14 et 24, pour le crime contre l'humanité, d'autres actes inhumains, et les chefs d'accusation relatifs aux chefs 15 et 25 pour le crime de guerre de traitement cruel, la Chambre a conclu que la déclaration de culpabilité cumulative était inadmissible et n'a donc pas prononcé de verdict de culpabilité à ce chapitre. Veuillez vous rasseoir. An order will be issued Une ordonnance sera rendue aujourd'hui décrivant la procédure à suivre pour la fixation de la peine. Ainsi s'achève l'audience d'aujourd'hui.